L'invité de ce Smart Impact, c'est donc Thomas Matagne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous étiez venu nous présenter Ecov il y a peut-être un peu plus d'un an. Entreprise créée fin 2014, 8 ans et demi plus tard. Vous opérez combien de lignes de covoiturage? C'est quoi Ecov? On a une trentaine de territoires sur lesquels il y a une soixantaine de lignes qui sont opérées en France. D'accord. Et donc, il faut rappeler le principe quand même, c'est une ligne d'autobus, mais du covoiturage. C'est un peu ça? Exactement, c'est étendre le domaine des transports collectifs à des territoires qui ne sont pas suffisamment denses pour être bien équipés. Et pour ça, on s'appuie sur les flux de sièges libres qui existent déjà, qui sont les sièges libres dans les voitures individuelles. Et donc, un conducteur passe par la ligne de covoiturage naturellement, et en passant par la ligne, il peut embarquer des passagers. Il est libre de le faire s'il veut ou pas. Et pour un passager, c'est aller prendre comme un bus, mais avec une très haute fréquence, puisque le temps d'attente moyen d'un passager sur nos lignes, il est inférieur à 3 minutes. Donc, c'est la fréquence d'un métro dans des territoires périurbains et ruraux. Et pour lui, c'est se déplacer comme s'il prenait un transport collectif habituel. Et donc, on a vu une photo, c'est vraiment, il y a un abribus, quoi. On attend la voiture comme on attend un bus. Mais comment on est informé de qui vient? Je n'allais pas dire on va choisir le conducteur, mais voilà, comment c'est une appli tout simplement? Comment ça marche? Oui, alors c'est un mélange de physique et de numérique. Oui. C'est ça qui est clé. On organise dans le territoire les endroits où les conducteurs peuvent trouver des passagers réciproquement. Donc on comprend comment vont les flux, et à ces endroits-là, on met des arrêts en lien avec les arrêts de transport collectif. Et tout ça, on le fait avec les collectivités locales. Et concrètement, après, pour un passager, il va faire sa demande de covoiturage en temps réel, sans aucune réservation, au moment où il va vers l'arrêt ou même quand il est à l'arrêt, par l'application smartphone. C'est une immense majorité de l'usage. Mais il y a aussi possibilité par du SMS ou même par téléphone, si les gens ne savent pas utiliser une appli. Et donc, il fait sa demande de covoiturage sur la ligne en disant voilà, je vais plus loin sur la ligne. Et l'info est diffusée en temps réel, à la fois sur les smartphones des conducteurs qui sont équipés et sur des panneaux lumineux qui sont en bord de voirie qui informent tout le flux de conducteurs. Et donc statistiquement, le point clé là, statistiquement dans le flux de conducteurs, on va avoir un conducteur disponible pour emmener le passager. Est-ce qu'il y a une taille limite, enfin un nombre de conducteurs limite pour que ça marche? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Évidemment, il faut comprendre les flux et avoir suffisamment de conducteurs qui participent pour que la ligne fonctionne. Mais le seuil est en fait très bas, ce qui fait qu'on arrive à faire ça dans des territoires très ruraux si le taux de participation est élevé. Quand on a une voiture sur deux qui s'arrête, ce qui peut être le cas dans des territoires qui sont assez solidaires, eh bien ça fonctionne très bien et ça marche avec des flux tout petits. Alors, et vous avez commencé à l'évoquer, donc une soixantaine de lignes de covoiturage. C'est quoi ce qu'on appelle la France périphérique? Alors, de quoi on parle exactement? Vous êtes où? Alors, on est ailleurs que dans les centres-villes. Et donc, c'est la France dite périphérique, mais qui recouvre une très très grande diversité de situations. Nous, on l'appelle aussi la France qui conduit. C'est la France qui est un peu obligée. Qui n'a pas le choix. Qui n'a pas le choix. Pour l'essentiel des gens, prendre la voiture, c'est une obligation. Ce n'est pas forcément une volonté, un choix. Et la prendre seule en particulier, c'est rarement une volonté. Mais par contre, c'est des territoires qui ne sont pas suffisamment denses, qu'on a construits pendant tout le XXe siècle, avec justement l'essor de la voiture, pas suffisamment dense pour être équipé de bons transports collectifs, puisqu'il n'y a pas assez de personnes à transporter. Donc faire passer un bus toutes les 10 minutes, on n'arrive pas à le remplir. Donc on n'en met pas, donc les gens sont dépendants de la voiture. C'est à ça qu'on s'attaque. Est-ce que le conducteur gagne de l'argent ? Ou est-ce que c'est bénévole? Alors ça dépend des lignes. Il y a des lignes qui sont sans partage de frais et ça marche très bien. Et il y en a d'autres, il y a du partage de frais. Il y a deux types de partage de frais. Le fait pour un conducteur de proposer ses sièges libres, c'est déjà quelque chose. C'est participer à un service public et avoir une petite indemnité de la collectivité pour ça. Et une indemnité supplémentaire quand on embarque un passager. C'est des petits montants. On est de l'ordre de 1 € pour proposer ses sièges libres et puis 2 € par passager pour des trajets de 30 km. Donc si on embarque un passager, ça fait 10 centimes par kilomètre. Par exemple, c'est vraiment du partage de frais. C'est intéressant pour le conducteur puisque ça permet d'absorber une partie des coûts et c'est très efficace économiquement. Mais alors, votre modèle économique, il ne repose pas là-dessus. Il repose sur les collectivités locales, c'est bien ça? C'est ça. Nous, on ne reçoit pas d'argent sur la transaction entre les conducteurs et les passagers. Nous, on est payé par les collectivités locales, comme pour un transporteur RATP, Keolis, Transdev, SNCF, sont des acteurs qui fournissent des services publics de mobilité payés par les collectivités qui lèvent l'impôt pour faire ça. Nous, c'est la même chose, mais appliqué à des territoires moins denses. Et c'est un modèle qui convainc, puisque vous venez d'annoncer, c'était il y a un petit mois, une levée de fonds de 11 750 000 € auprès de quels partenaires pour commencer? Et puis ensuite, on va détailler un peu la stratégie. Alors, on a la Banque des Territoires qui nous accompagne depuis 2018, qui continue de nous accompagner, qui participe à ce tour de financement. On a ensuite BNP Paribas sur ses fonds propres, les fonds propres de la banque, au titre de
son investissement à impact. On a ensuite Maïf Impact, qui est le fonds à impact de la Maïf. Et enfin, on a ADEME Investissement, qui est le bras armé pour l'investissement de l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie et qui déploie les fonds de France 2030. Ouais, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire là? C'est quoi la stratégie? Alors, on continue de notre stratégie qui, depuis le début, est celle de faire à la fois de l'innovation radicale sur plein d'aspects technologiques, data, mais aussi social, d'usage, et la mise en œuvre sur le terrain. Parce qu'il faut bien être sur le terrain pour arriver à faire en sorte de changer les usages. Et donc, on a un objectif de très forte accélération du déploiement des lignes de covoiturage en France, puisqu'on se focalise sur la France pour l'instant, et en même temps de continuer de l'innovation et de faire grandir les deux ensemble. Oui, mais alors quand on parle d'innovation, c'est quoi? En fait, sur la data, sur la connaissance du trafic, des conducteurs, des passagers, c'est quoi? Alors, il y a ça. Ouais. Comprendre les flux de voitures, ce n'est pas simple. Bon, déjà, il y a un sujet autour de la data. Donc continuer de développer ça, ouais. Continuer de développer ça. On a déjà, on a un bureau d'études à part entière qui a ses propres outils qui sont assez uniques puisqu'on s'est concentré là-dessus. Mais donc il y a encore un champ d'exploration très important avec des nouvelles sources de données notamment. Mais il y a aussi plein d'autres sources d'innovation. En fait, notre slogan, c'est la voiture est un transport collectif. C'est vraiment repenser le système routier comme un système de transport collectif. Or, le système routier, donc les routes et les voitures, ne sont pas du tout pensées pour ça. Non. Donc concrètement, c'est arriver à faire en sorte qu'on s'intègre davantage dans le véhicule, pour que ça soit naturel en fait dans le véhicule de pouvoir partager ses sièges libres, de pouvoir embarquer un passager. Quand vous dites on s'intègre, que l'appli ECOV s'intègre plus naturellement dans le véhicule, c'est ça, et que les véhicules soient utiles à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, les véhicules, ils ont plein de capteurs, mais ils ne mesurent pas le taux d'occupation d'un véhicule. Alors que c'est une information qui serait très utile, par exemple, pour pouvoir accéder à des voies réservées. Ouais. Ou par exemple pour accéder aux zones à faible émission. Il y a l'interaction entre le véhicule et son usage et l'environnement, l'infrastructure et la régulation est quelque chose qui est quasiment inexistant aujourd'hui. Mais alors vous parlez de voies réservées, comment on développe des voies réservées dans des zones rurales où on n'est pas forcément sur des 2x2 voies, enfin je vois pas comment c'est possible ça. Ah non, en zone rurale on ne mettra pas de voies réservées. Bon ok, alors on est bien d'accord, on va pas créer de nouvelles voies, etc. Voilà. Mais nous on est partout à l'exception des centres-villes. Ouais. Et à l'extérieur des centres-villes on a aussi toutes les pénétrantes de métropole qui sont congestionnées. Donc ça, typiquement, ce sont des territoires sur lesquels il va y avoir des voies réservées, sur lesquels il y a des voies réservées en expérimentation en France qui marchent pas encore très bien, et ça va s'améliorer, mais surtout qu'on peut améliorer, c'est-à-dire qu'on peut arriver à faire plus intelligentes que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Et donc, sur la base de ce qui peut exister à l'étranger, sur des bonnes infrastructures bien exploitées et sur l'innovation qu'on peut apporter, on pense qu'il y a une réinvention du système routier complète qui peut être faite. Et est-ce que sur les lignes déjà existantes, il y a aussi du potentiel de développement, c'est-à-dire faire venir plus de voitures, plus d'utilisateurs, tout simplement? On est sur aucun réseau, on est à maturité. Le plus ancien qu'on a, qui est Lane, entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, qui a ouvert en 2019 aux passagers. On est toujours en forte croissance de semaine en semaine. Donc on est toujours dans une phase de croissance au sein de chaque ligne et des réseaux en tant que tels. Puisqu'évidemment, c'est des systèmes de réseau, donc il faut un petit développement supplémentaire développe un potentiel complémentaire. Et il y a l'interaction en fait des lignes de covoiturage avec les autres modes de transport, et notamment les premiers derniers kilomètres, la trottinette, le vélo, le transport à la demande, plein de modes différents qui vont pouvoir compléter les lignes de covoiturage et qui sont aujourd'hui dans ces territoires assez peu développés. Et donc c'est là-dessus aussi que vous travaillez en innovation? Tout à fait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent facilement changer leur usage de la voiture. Donc il faut que ce soit simple. Et donc s'il y a un problème de premier dernier kilomètre, il faut aussi qu'on le règle et qu'on travaille avec des acteurs qui font ça, qu'on travaille avec les collectivités pour construire ce système multimodal qu'on connaît très bien dans ce centre-ville, mais qui n'existe pas dans ces territoires. Est-ce que les utilisateurs sont fidèles? Est-ce que vous réussissez à fidéliser les conducteurs et les passagers? Oui. On a un taux de rétention, un taux de fidélisation qui est extrêmement bon sur le très long terme. On perd pas mal de gens au début, mais une fois passé les 6 mois, on est à 100%, voire à plus de 100%, c'est-à-dire que les gens reviennent sur le temps long, sur 24 mois ou plus. Donc, on a une transformation profonde et d'autres éléments de preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a mesuré que sur le service line entre Bourgoin et Lyon, on a 21% de démotorisation de nos passagers. C'est-à-dire que les passagers ont revendu l'une des voitures du ménage parce que pour l'un des usages de mobilité, ils n'ont plus besoin de leur voiture. Et ça, c'est un peu le Graal ultime dans la politique de mobilité, c'est-à-dire quand les gens ne sont plus complètement dépendants de la voiture et qu'ils peuvent faire autrement, ils peuvent la revendre. Un mot de recrutement.
tiens, on va terminer là-dessus, puisque vous venez de lever cette somme, près de 12 millions d'euros. Vous allez gonfler en nombre de salariés. Quel type de profil vous recherchez? On va croître sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc ça va être très large en termes de recrutement. On vise une multiplication par 2 de notre équipe d'ici 2 à 3 ans. Et donc on va croître sur des postes autour de la R&D, technologique et data notamment, mais aussi opérationnel, ingénierie, opérationnel marketing, relations clients et relations utilisateurs. Donc voilà, on va continuer notre stratégie de gestion de la chaîne de valeur dans son ensemble. Et dernier mot, budget de com, de pub, c'est-à-dire ça se passe avec les territoires quand vous signez un contrat, c'est le territoire qui va faire connaître le nouveau service? Oui, complètement. Nous, on travaille en marque blanche. C'est la propriété de la collectivité, la marque. C'est un actif public, c'est logique que ce soit la marque de la collectivité, mais par contre, on va le mettre en œuvre pour le compte de la collectivité. Donc chaque projet va disposer d'un budget qui va nous permettre de faire connaître une marque, comme sur Grenoble par exemple, M Covoitlink Plus, qui est la marque locale associée à la marque M, qui est la marque de mobilité de Grenoble. Merci beaucoup Thomas Matagne et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, les défis, le secteur de l'alimentation face aux défis RSE.